Table ronde numéro 4. Les jeux, Comment ? c'est bien. Quel héritage pour demain ? Ah ouais, C'est tout de suite. Eh ben voyez, c'est la table ronde, voilà, comme ça au moins c'est parfait. On ne passe même pas par l'interview, l'entretien d'Anthony Martin Smith. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir notamment Riyad Salem. Bonjour Riyad. Bonjour. Merci d'être présent pour animer cette table ronde. De quoi allons-nous parler exactement ? Parce qu'on parle des jeux justement et d'un héritage alors. L'héritage des jeux et l'accessibilité, qu'est-ce que les jeux vont enclencher pour cet avenir ? On attend tellement depuis longtemps d'avoir les jeux à la maison, maintenant qu'on l'a. Et c'est juste important de savoir qu'est-ce qui va rester après les jeux. Eh bien, c'est ce qu'on va justement évoquer. J'espère qu'on aura beaucoup de réponses en tout cas. On est bien accompagné puisqu'il y a Lamia El Haraj qui est là avec donc tout simplement le discours qu'on attend évidemment et quelques informations, adjointe à la mairie de Paris chargée de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Bonjour Lamia. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente. On a également Sylvain Denoncin, président Okinea. Bonsoir. Bonsoir. On va parler également avec le groupe RATP, on en a parlé tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu en avance. Directeur marketing et commercial RATP Group, Jimmy Brun. Bonsoir. Et puis on a également un cavalier, un auteur, un streamer, vous le connaissez évidemment puisque cet après-midi il nous a fait le plaisir d'animer quelques entretiens, c'est Salim Ejnaini. Bonsoir. Alors on va tout simplement se lancer dans cette table ronde, Riyad, et je te laisse la parole justement pour animer cette table ronde. Je te remercie. Alors moi, je vais démarrer par une question, parce que je vous ai dit que je vous poserai une question, mais ça sera pour la fin. Comme on a une petite demi-heure, c'est ça. De vous présenter un peu et d'expliquer qu'est-ce que vous faites pour cet héritage des jeux. Quel est un petit peu le projet. Donc, je vais donner la parole à notre cavalier. Voilà, parce que j'ai vu sportif, mais je me suis dit, mais sportif en quoi ? C'est tellement vaste le monde du sport. Et comme on n'est pas beaucoup de femmes, je garderai le meilleur pour la fin. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'héritage de demain ? C'est une vaste question. Je crains qu'elle soit un peu lourde pour mes épaules. En tout cas, j'en espère beaucoup. Ce que je fais à ma hauteur, c'est ce que peuvent faire beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire diffuser et rediffuser. Depuis 32 ans que je suis du métier sur la question du handicap, j'entends parler de la sensibilisation, de la pédagogie, de l'explication, de la patience. Et de la patience, on en a toutes et tous, je pense, depuis un bon moment. Et ça y est, on est à l'aube de ces Jeux 2024. On en espère énormément. On espère qu'ils changeront la donne. Moi, il y a une citation. Je vais vous la donner et je vais vous donner son auteur juste un peu après, qui m'a retenu l'oreille. Elle date de samedi. Et cette citation, elle dit « Est français celui qui se tient intranquille tant que la promesse d'égalité n'est pas tenue ». Cette citation, peut-être que vous avez son auteur, c'est Emmanuel Macron. Voilà, il en parlait à l'occasion bien évidemment du 9 mars, la célébration de la journée du droit des femmes. Je pense que c'est tout à fait transposable à la question de la différence, à la question du handicap, de l'accessibilité. Et je crois que si on suit cette logique, ça va être un bon présage de se tenir intranquille, ça va être un bon présage de demeurer français pendant un petit moment pour s'assurer que cette promesse soit tenue. En tout cas, on est plusieurs à en attendre beaucoup. Donc, l'héritage des jeux, ça sera de faire évoluer les mentalités sur cette égalité, si j'ai bien compris pour vous. Espérons-le. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Je crois que l'humain est au cœur de tout. Et à mon avis, l'humain est le premier maillon, en tout cas, d'une chaîne de progrès qu'on espère tous. Ouais. Super. Sylvain, j'ai compris que toi, tu faisais en sorte que concrètement, on puisse se diriger, parce que, comme on a parlé d'égalité, la liberté, c'est le mouvement. Donc, pour être libre, il faut pouvoir se déplacer. Et donc, toi, tu fais en sorte qu'on puisse se déplacer quand on est une personne aveugle dans la cité. Alors, explique-nous un peu concrètement ce que tu fais pour les Jeux et qu'est-ce qui va rester après pour l'héritage. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qu'on fait chez Okinea. Martin est déjà intervenu. Pour tout ce qui est feux sonores, balises audio, il y a un certain nombre de systèmes qu'on est en cours de déploiement un peu partout en France. Et effectivement, les Jeux, c'est l'opportunité d'un catalyseur pour accélérer. Maintenant, pour répondre à ta question, nous, on a eu la chance de pouvoir travailler sur tout le quartier Village Olympique pour le compte de la Solidéo, qui avait une vision
j'ai envie de dire, forte en termes d'accessibilité. Ça faisait partie des piliers. Il y a la partie environnementale et puis il y avait la partie accessibilité universelle. Et donc, ce qui a été voulu par la Solideo, donc qui s'occupe des ouvrages olympiques, c'est de créer le quartier le plus inclusif possible à travers une signalétique multisensorielle et inclusive sur les 52 hectares de ce quartier qui a été complètement refait au nord de Paris et qui va donc accueillir le village olympique. Et donc, il y a eu cette volonté d'innover, de faire des tests, toute une phase R&D, je reviendrai rapidement dessus, afin de déployer pour la phase héritage un quartier qui se veut le plus apaisé et le plus simple en termes de mobilité, d'orientation pour tous, avec cette vision de dire on doit pouvoir avoir le choix entre l'autonomie et l'aide éventuellement. Et donc ici, c'est ce qu'on a voulu comme être un modèle d'autonomie pour que tous les profils, j'ai envie de dire, de visiteurs de ce quartier demain puissent être complètement autonomes. Donc rapidement et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous, on était un groupement de 8 entreprises spécialisées avec une agence de design urbain, avec des designers, des signaléticiens, des développeurs d'équipements, des spécialistes de la fabrication d'éléments d'orientation. Et donc, on a fait 1 an et demi de R&D. On a développé des concepts. Ça, c'est assez innovant, en fait. Donc la démarche était en elle-même innovante. Ce n'était pas un marché de fourniture de quelque chose de décrit, c'était ce qu'on appelle un partenariat d'innovation. Il y a une première phase qui consiste à poser une vision et aller tester des concepts. Et donc on a créé ce qu'on appelle un comité multisensoriel, on a créé une grammaire spécifique, on a travaillé avec la fondation OVE et on a fait 2 grosses phases de tests. Une première à Lyon, puisqu'en début de projet, le quartier n'était pas du tout accessible, pour le coup, était en plein travaux. Et donc on a créé tout un protocole de test. On a eu des personnes avec des variétés de handicap très différentes, avec des conflits d'usage, des personnes en fauteuil, des personnes déficientes visuelles, des personnes autistes, etc. Et donc on a fait tester une 15aine de dispositifs au cours d'un cheminement. Il y avait un accompagnateur systématiquement, un observateur, un questionnaire derrière, et donc on a agrégé de la donnée sur ce qui fonctionnait moins bien. Et une fois de plus, ces questions de conflit d'usage étaient très intéressantes. On utilise du sonore beaucoup pour les personnes déficientes visuelles, mais quand il s'agit parfois de profils plutôt autistiques, ça peut être agressif. Et donc voilà, on essaye de trouver ces compromis-là. On a fait une 2e phase de test directement dans le quartier Village Olympique. Et puis aujourd'hui, on a validé ce concept. Il est ouvert. On va commencer à déployer un petit peu avant les JO. Et puis surtout, c'est en phase héritage que les habitants, les visiteurs de ce quartier-là pourront en bénéficier. Donc grâce à la Solideo, vous avez pu cranter un petit peu les propositions qu'on faisait. Vous avez expérimenté. Et aujourd'hui, vous avez un produit qui permet, si j'ai bien compris, de rendre l'espace accessible. Alors concrètement, parce que tout ça c'est bien, mais ça veut dire quoi très concrètement dans la vraie vie ? On a eu une approche donc multisensorielle et physique, digitale. Aujourd'hui, on utilise beaucoup notre smartphone pour pouvoir se déplacer. Donc toute la partie physique, c'est quoi ? Ça consiste à mêler les différents sens que peuvent être utilisés par les utilisateurs. Donc ça va de podotactile, évidemment, de l'éveil de vigilance, du guidage, des zones d'intérêt à marquer. Il va y avoir du sonore, évidemment, à travers les feux piétons, mais il y a aussi une problématique, les rues où il n'y a plus de passage piéton sonore. Quand il n'y a plus le bonhomme rouge-vert, il n'y a plus de sonorisation. Quand on est en zone apaisée, la traversée de la rue reste une problématique. Et donc là, on vient équiper aussi de sonore avec la petite télécommande qui active les feux, les balises audio, des traversées sans feu, on appelle ça. Ça permet de donner de l'info aux utilisateurs déficients visuels. On a créé des grandes cartes d'orientation multisensorielle avec une très forte expertise là-dessus pour que tout le monde puisse se repérer facilement. Il y a des éléments structurels du quartier qu'on repère facilement. Il y a un plan orthogonal, etc. Ensuite, on a créé des cartographies linéaires. Donc concrètement, c'est un peu sous forme de métro-mapping. Juste, on a le nom de la rue, les perpendiculaires. C'est très simple, très schématique, facile à lire, à comprendre. Les contrastes ont été travaillés. Les mâts directionnels classiques, il y a de l'éclairage, il y a du contraste, il y a des tailles de caractère. Et on rajoute donc une couche digitale,
Muriel Larouille, tout à l'heure, parlait de data d'accessibilité, loi l'homme. Aujourd'hui, les villes ont une forme d'obligation de collecte de données d'accessibilité. Et bien, en fait, ce qu'on a pu faire, c'est que comme ce quartier village olympique a été complètement reconstruit, on bénéficie de la plus grosse BIM, donc maquette numérique d'Europe. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, il est modélisé en 3D. Et bien là, c'est les 52 hectares qui sont modélisés. Et donc, on est en train de créer une passerelle automatique pour aller de la BIM, donc de la donnée constructive, j'ai envie de dire, vers le standard d'accessibilité pour que demain, on puisse être guidé de manière simple et intuitive dans le quartier en fonction de ses capacités. Donc bravo. Alors, notre ami de la RATP, si j'ai bien compris, vous êtes le directeur de l'expérience voyageur. Alors racontez-nous sur cet héritage et qu'est-ce que vous avez proposé à Paris 2024 ? Oui, alors vous savez que pour la RATP, les JO 2024, c'est un défi assez formidable puisque, vous le savez, il y a un objectif que l'ensemble des déplacements se fassent soit par transport en commun, soit par marche à pied, par marche. Et donc, 70% à peu près des déplacements devraient passer par une ligne opérée par la RATP. Donc, c'est un vrai défi. Et donc, nous aurons durant tous les JO 19 000 agents mobilisés tous les jours pour accompagner l'ensemble des personnes qui se déplaceront. Et donc, ces Jeux Olympiques, c'est une mobilisation assez formidable au sein de l'entreprise et ça permet d'accélérer un certain nombre de choses. Alors, pour répondre à votre question en termes d'héritage, je dirais qu'il y a deux sortes d'héritage. Il y a d'abord un certain nombre de projets qui ne sont pas pensés spécifiquement en termes d'accessibilité, mais qui vont améliorer très concrètement la situation. Et puis, il y a un certain nombre de projets, de plans d'action que l'on a mis en place spécifiquement en termes d'accessibilité. Sur les premiers projets, je crois que l'héritage le plus marquant, le plus tangible, c'est la ligne 14. La ligne 14, c'est la ligne de métro qui est 100% accessible en toute autonomie. C'est la ligne du futur. C'est la ligne du futur et que nous sommes en train grâce au financement d'Île-de-France Mobilité, je crois qu'Île-de-France Mobilité est présent là aujourd'hui, à la fois de prolonger au nord jusqu'à Saint-Denis-Pliel, ce qui permet d'accéder au Stade de France et à un certain nombre de lieux d'épreuves des Jeux Olympiques, et puis au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Et donc cette prolongation sur une ligne accessible en autonomie, c'est quelque chose qui, on l'espère, changera les déplacements et améliorera les conditions de déplacement des personnes en situation de handicap physique. Et puis nous avons, en plus de la ligne 14, un certain nombre de prolongements de lignes, la 11, bientôt, la 4 récemment, le tram T3B dans le nord-ouest parisien bientôt. Et puis lorsque nous prolongeons les lignes, mais vous aurez l'occasion de l'évoquer tout à l'heure avec Agnès Augier, eh bien les nouvelles stations sont accessibles. Et puis il y a aussi un certain nombre de projets, notamment en termes d'information voyageurs, que nous déployons et que nous accélérons pour les Jeux Olympiques. Nous sommes notamment en train, je le mentionne parce que c'est important, de renouveler l'ensemble de nos écrans dans les stations de métro. Ça s'appelle les écrans Panam. Et nous aurons d'ici les Jeux Olympiques déployé 500 nouveaux écrans. Vous savez, ce sont ces écrans qui vous donnent les temps d'attente des 2 prochains trains, visuellement, et puis aussi qui annoncent les temps d'attente des 2 prochains trains avec des annonces sonores pour les personnes en situation de déficience visuelle. Et donc ça, c'est une accélération. Tous ces projets-là, d'infrastructure, je dirais, eh bien, les JO permettent de sécuriser leur budget, sécuriser leur calendrier. Tout ça sera déployé d'ici les JO. Et ça, c'est un héritage très concret, très matériel pour après les Jeux Olympiques. Après les Jeux. Bien sûr. Et puis, comme je disais, nous avons aussi un certain nombre de projets spécifiquement pensés en termes d'accessibilité, puisque nous avons, depuis maintenant plusieurs mois, nous travaillons sur ce que nous appelons un plan d'accélération de l'accessibilité pour les Jeux Olympiques, avec là divers sujets que nous poussons. Le premier, c'est l'accompagnement humain. C'est probablement ce qui compte le plus dans nos stations. Vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous avons l'ensemble de nos agents de station, toutes nos lignes de métro et de RER qui sont formés à la compréhension, à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, tout handicap, physique et non physique, visible et non visible. Nous allons, durant les Jeux Olympiques, d'ailleurs... et paralympiques. Et paralympiques, bien évidemment. Pardon pour ce raccourci de langage. Nous dites juste les Jeux dans ces cas-là. Jeux, on va dire les Jeux, très bien. Ou les JO. Comme ça, ce sera plus court. Durant les Jeux, nous allons déployer sur nos réseaux près de 3000 volontaires. Ce sont des agents de la RATP dont ce n'est pas le métier, mais qui seront déployés
pour orienter les touristes, les personnes qui viendront sur nos réseaux. Ces 3000 volontaires vont évidemment être formés à la compréhension, à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et nous allons les doter d'un certain nombre d'outils. D'ailleurs, vous avez vu dans la vidéo que l'on a diffusée, l'outil Tradivia, qui est un outil qui permet, alors qui est fait à la fois pour pouvoir parler aux touristes, puisque c'est un outil qui permet, vous parlez dans une tablette et ça permet de traduire en 16 langues à l'oral et à l'écrit. Et donc notamment pour les personnes en situation de déficience auditive, ça permettra de d'écrire les messages que les agents veulent leur passer pour mieux les accompagner. Voilà, ça c'est un premier type de projet. Nous avons évidemment revu aussi la manière dont nous donnons la formation aux personnes en situation de handicap. Nous avons revu totalement la manière dont nous présentons ces informations sur nos sites internet. Nous avons réorganisé l'information par type de handicap et nous avons des objectifs que nous sommes en train de tenir d'accessibilité de nos sites numériques, à la fois notre appli qui permet de s'orienter, et puis notre site internet. Et puis, mais je ne serai pas plus long, et peut-être qu'on pourra rentrer un peu plus dans les détails, mais nous déployons un certain nombre de projets très concrets pour accompagner les personnes en situation de déficience sensorielle, donc à la fois auditive et visuelle. Alors quelques exemples, nous allons déployer plus de 500 manchons en braille que nous posons sur les mains courantes des escaliers dans les stations, et notamment, enfin d'ailleurs principalement d'ici les JO, sur les lignes qui vont desservir les sites olympiques, donc ligne 9, ligne 10, vous savez, qui desservent l'ouest parisien, avec les sites de Roland-Garros, du Parc des Princes, pour indiquer les lignes de métro, les sorties, etc. Moi j'ai une question, parce que là, le braille, est-ce que c'est un braille franco-français ou il existe un braille international? Parce qu'avec tous les étrangers qui vont venir, est-ce que ça sera un braille aussi accessible pour les personnes non-voyantes étrangères? Alors vous savez que là, pour le coup, sur les mains courantes d'escalier, il y a peu de place. Et donc on doit se limiter aux informations essentielles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les déploie principalement sur les stations monolignes. Parce que si vous avez plusieurs lignes, il vous faut de la place pour écrire les différentes lignes et différentes sorties. Donc ce sera franco-français avec les informations principales, parce que vous avez, très concrètement, ça fait à peu près cette épaisseur-là, un manchon. Mais bon, voilà, je ne veux pas être plus long, mais il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez. C'est super. Donc en fait, on a autour de la table des gens qui pourront aussi être ressources pour vous, si j'ai bien compris, puisqu'il y a de la sensibilisation. Alors, on a parlé de liberté, d'égalité et la fraternité. Alors, puisque la mairie de Paris, c'est quand même la ville qui accueille ces jeux officiellement, hein. C'est grâce à la mairie de Paris qu'on a ces jeux. Donc, Lamia, qu'est-ce qu'on aura comme héritage pour les personnes handicapées grâce à ces jeux? Déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que pour Paris, c'est une énorme fierté d'accueillir ces jeux. Je veux dire, c'est un moment absolument historique qu'on s'apprête à vivre tous ensemble. La dernière fois que Paris a accueilli les Jeux Olympiques, c'était en 1924. Et donc 100 ans après, on s'apprête à accueillir... On parlait pas d'accessibilité à cette époque-là. C'était pas tout à fait les mêmes problématiques ou les mêmes considérations. Et 100 ans après, on va accueillir donc les Jeux de Paris 2024, et surtout pour la première fois de l'histoire de notre pays, on va accueillir les Jeux paralympiques. Et ça, je crois que je vais essayer en tout cas de vous partager à la fois l'émotion qui est la nôtre du côté de la ville de Paris et à la fois l'enthousiasme fou et l'énergie incroyable qui a été déployée, parce que je crois que la plus grosse partie de l'héritage de ces Jeux, c'est d'abord une révolution culturelle en matière d'accessibilité. Jusqu'à maintenant, quand on mettait en place des chantiers, des travaux, il y en a quelques-uns à Paris, je vais y revenir, on avait souvent en dernière étape les sujets relatifs à l'accessibilité, et souvent pour des contraintes budgétaires ou pour des raisons de durée des chantiers, on rognait un petit peu sur cette partie-là. Aujourd'hui, le préalable qu'on a posé du côté de la ville, du côté de nos services, du côté de nos directions, c'est on commence par l'accessibilité. Et donc, on a mis en place un référent accessibilité dans chacune de nos directions. Paris, c'est ce qu'on appelle une ville paquebot. C'est 55 000 agents. C'est un État dans l'État. C'est absolument colossal en termes de direction, d'orientation, d'effectifs. C'est précieux. C'est des services publics orientés autour et pour les Parisiennes et les Parisiens. Donc d'avoir désormais un référent accessibilité réuni de façon très régulière dans le cadre d'une vision transversale de nos politiques publiques, c'est sincèrement une révolution et je crois que ça se voit. Ensuite, il y a l'héritage qui est plus matériel.
Cet héritage matériel, c'est des investissements qui sont absolument colossaux. Et je crois pouvoir dire qu'on va, à la fin de ce premier trimestre, livrer ce que potentiellement on aurait mis plus de 15 ans sans doute à faire. Avec l'ensemble de nos partenaires, la RATP, évidemment, le département de la Seine-Saint-Denis qui va aussi accueillir les Jeux, avec l'État, avec tout un ensemble d'institutionnels où nous avons le même objectif, faire vibrer la France au rythme de ces Jeux. Typiquement, grâce aux Jeux, 100% des lignes de bus sont désormais accessibles. Ça a nécessité, évidemment, du côté de la RATP et d'Île-de-France Mobilité, des investissements sur des matériaux, des équipements, comment vous dites, des véhicules, qui soient, non, je crois que vous avez un terme un peu... Bon bref, véhicules roulants, un truc comme ça, équipements roulants. Bon bref, les bus quoi. Des bus qui soient matériel roulant, voilà, merci. Donc, tout ça pour dire donc, les bus qui soient entièrement accessibles, évidemment, sauf que les bus ne peuvent pas être accessibles si les arrêts de bus qui les desservent ne sont pas accessibles. Donc là, en 10 mois, et là, vraiment, je crois que c'est une prouesse pour nos agents, et je tiens à les saluer, en 10 mois, on a réalisé près de 1800 arrêts de bus, des travaux sur près de 1800 arrêts de bus à hauteur de 22 millions d'euros. On sera sur un atterrissage un peu plus haut, je pense. Ça représente à peu près 40 000 euros par arrêt de bus. Donc c'est vraiment colossal. Et ça n'aurait pas été possible sans les Jeux. C'est la mise en accessibilité de nos équipements et nos bâtiments publics, les bâtiments municipaux. Et notamment dans le cadre de la loi de 2005, avec les agendas de l'accessibilité programmés, ça a été un coup d'accélérateur absolument incroyable. Et la ville de Paris sera à 98% d'accessibilité de ses bâtiments municipaux d'ici la fin de l'année 2025. Et ça aussi, c'est une prouesse absolument incroyable. C'est des places PMR absolument partout. C'est tous les travaux que vous voyez. Je sais que c'est très pénible pour les Parisiennes et les Parisiens, je le sais, j'en suis sincèrement navrée et on est les premiers à les subir. Pour autant, il faut se dire que partout où vous voyez des travaux, c'est forcément aussi et d'abord un chantier d'accessibilité. Les rues piétonnisées, les espaces publics apaisés, le désencombrement de l'espace public, la reprise des chaussées, les passages piétons, etc. etc. Donc c'est une gêne ponctuelle, c'est clair. Mais d'ici la fin des Jeux, vous verrez que la ville de Paris s'est complètement transformée autour de 3 enjeux, le social, l'écologie et l'accessibilité, qui sera un des piliers de cet héritage-là. Et dire peut-être juste un petit mot, parce que je vous entendais parler des traverses sonores. Ça a été aussi un choix politique très fort. Nous avons installé à date 10 400 boîtiers sonores qui viennent sécuriser à peu près 22 000 traverses. Et la ville de Paris a fait le choix d'investir dans des nouveaux types de boîtiers sonores qui équipent ce qu'on appelle les traverses dites complexes, donc notamment quand il y a 2 passages qui se croisent ou quand il y a des intersections. Donc 2200 qui seront déployés là d'ici la fin du mois de juin. Et nous distribuons gratuitement les télécommandes d'activation, les télécommandes universelles d'activation de ces boîtiers sonores à tous les déficients visuels et aveugles parisiens. Et nous souhaitons d'ici justement dans le cadre des Jeux pouvoir mettre ces boîtiers sonores aussi en anglais. Donc nous sommes en discussion avec la déléguée interministérielle à l'accessibilité puisque ça suppose une petite évolution réglementaire pour nous permettre de le faire. Et si c'est le cas, on espère avoir un go de l'État, nous souhaitons pouvoir mettre à disposition ces télécommandes d'activation des boîtiers dans les gares, les aéroports, les kiosques à journaux et à l'Office du tourisme parisien. Je rebondis tout de suite à l'heure actuelle. Alors, je sais que certains sont peut-être sensibilisés, mais où est-ce qu'on peut se renseigner? C'est à la mairie qu'on demande ces... Alors, soit vous pouvez contacter la MDPH, dont je suis la présidente, soit nous avons signé une convention de partenariat avec l'association Valentin Oui, qui procède à la distribution gratuite de ces télécommandes. Vous avez juste à vous signaler et donc vous pouvez récupérer ces boîtiers. Par ailleurs, on a une discussion actuellement avec JC Deco qui installe nos arrêts de bus pour équiper les arrêts de bus aussi de ces boîtiers sonores qui seront donc activables avec la même télécommande. Donc là, pour le coup, en termes de cheminement, dans l'espace public parisien, je crois qu'on va clairement sentir, voir... Pardon ? Vous créez une mutualisation avec les boîtiers. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les commandes permettent de faire évoluer, de faire cranter un peu
les propositions et les technologies de chaque Tout à fait, entreprise. tout à fait. Donc on équipe Ok. les bâtiments publics, on équipe, j'espère très vite les arrêts de bus et aussi les sanisettes publiques, puisque c'est aussi le même prestataire. Et moi j'ai appris qu'on était la ville qui était la plus dense en sanisettes publiques et que... C'est que JCDecaux a créé des sanisettes complètement accessibles. Exactement, Et c'est vraiment, elles sont entièrement accessibles et figurez-vous que c'est le deuxième site le plus visité, si on considère que c'est une seule entité, par les touristes à Paris. Ah oui, C'est la donc petite ça c'est anecdote. important d'investir sur ces sanisettes. Il nous reste combien de temps? Ah, bonne question, Ariad. En fait, on va procéder, je pense, au fil de l'eau. J'ai quelques questions qui viennent. Ok. Il nous reste une quinzaine de minutes. Quinzaine de minutes. Parce que j'avais envie de vous poser aussi une question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Parce que souvent, moi, je suis à votre place et j'ai des fois, je me dis, ils m'ont pas posé cette question, j'aurais aimé parler. Alors, on va refaire dans l'ordre comme au début. Alors, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Alors moi, peut-être me questionner sur l'initiative qui a retenu mon attention, peut-être, parce que à tous échanger là aujourd'hui, et je vous le dis pour toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, mais ça fourmille d'idées en coulisses et c'est formidable toutes les rencontres que cet événement peut créer. Donc, cher Riyad, moi j'aurais adoré être interrogé sur l'innovation qui peut-être me surprend le plus et me paraît... Alors, quelle est l'innovation qui te surprend le plus? Très bonne question, Riyad. J'ai eu vent d'une expérimentation entre la SNCF et Axéo, notamment, qui a été lancée et qui a pu être lancée du fait des budgets débloqués par l'occasion des jeux, justement, et qui semble pouvoir se pérenniser par la suite via l'application Axéo Pro, qui s'adresse aux personnes sourdes et malentendantes. Personnellement, de par mon entourage, je suis très sensible à cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'elle donne l'opportunité à chacune et chacun des agents SNCF de faire appel à un interprète en direct via une simple application mobile aux besoins de la rencontre avec un utilisateur qui aurait tout simplement besoin de communiquer. Donc je trouve ça absolument formidable et l'opportunité des jeux est ici très bien représentée, je dirais, puisque c'est un besoin qui ne date pas d'hier, mais qui pourra être satisfait de façon pérenne demain grâce à l'opportunité des jeux. Je trouve que c'est un exemple, en tout cas, qui représente parfaitement le genre d'initiative qu'on pourrait attendre. Voilà. Super, très très bonne réponse. Alors, on va continuer, Sylvain. Alors, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends des petites histoires de télécommande de boîtiers. Tu m'as parlé dans les coulisses de ce sujet. Donc je ne sais pas si c'est cette question-là que j'aurais aimé que je te pose ou une autre. Je t'écoute. Je ne peux pas ne pas rebondir sur cette question qui a été évoquée à l'instant. Effectivement, la France a développé ce concept qui vient de chez nous depuis 1993, de signalétique sonore à la demande. J'ai une petite télécommande, j'active des systèmes. Ça a démarré par les feux sonores, on a ajouté des balises audio qui permettent de localiser les entrées de bâtiments publics ou de réseaux privés, puisque c'est aussi typiquement des agences massives qui s'équipent, des bureaux de poste, des boutiques Orange, etc. Des réseaux de métro comme la RATP à Paris a déployé près de 1500 balises pour localiser les entrées, connaître les numéros de ligne, etc. Donc il y a un certain nombre d'équipements. Les bornes d'information voyageurs petit à petit sont sonorisées. Les entrées de Sanisette, ça fait partie de cette signalétique sonore qui aujourd'hui apporte un vrai service aux personnes déficientes visuelles à travers un petit outil très simple. Alors je vais te poser la question. Ben, vas-y. Parce que tu réponds déjà à la question. C'est est-ce qu'on peut distribuer ces petits boîtiers à toutes les personnes qui en ont besoin aujourd'hui, gratuitement? Alors le problème qu'on met en lumière en ce moment, et une fois de plus Martin en a parlé tout à l'heure, c'est que est-ce qu'aujourd'hui une personne voyante a besoin d'acquérir une télécommande pour savoir si le bonhomme est rouge ou vert? Je ne crois pas. Et donc, un des problèmes qu'on identifie, nous, depuis 30 ans qu'on est dans le domaine, c'est qu'il y a des villes qui distribuent les télécommandes via des circuits identifiés, connus, et ça permet
à leurs riverains On va éviter de d'utiliser dire le les système. noms pour ne pas faire de problème. Et il y en a d'autres, et il y a d'autres villes, je pourrais en citer un certain nombre. Pour autant, des utilisateurs sur certains territoires ont un vrai problème d'accès à la télécommande, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi le message qu'on souhaite porter en ce moment, et on essaye de pousser ce sujet-là, c'est de dire comment on peut sortir, ou en tout cas compléter le système actuel qui est lié aux métropoles et à la distribution locale, pour aller vers quelque chose qui est plus simple, national, et qui permette de rendre le job, en fait, et à ce que n'importe quel utilisateur ait un système facile sans devoir remplir un dossier dans une MDPH qui va lui prendre 3 semaines pour un boîtier qui coûte 30 €, quoi. Et donc, voilà, on essaye de pousser ce sujet-là. Comment, aujourd'hui, on pose la question, on a des idées, mais je pense qu'on peut répondre collectivement pour dire, OK, n'importe quelle personne en France doit pouvoir avoir une télécommande, et c'est pas parce que j'habite dans un village que je ne dois pas avoir accès à cet outil qui me sera utile dans mon village, puisqu'aujourd'hui, le taux de couverture est énorme et beaucoup de gens ne savent pas que les feux piétons à côté de chez eux sont sonorisés. C'est un système à la demande. Mais en même temps, cet utilisateur-là, il va peut-être aller à Lyon, à Montpellier, à Paris. Et pourquoi il n'aurait pas accès à cette télécommande ? Donc en résumé, la technologie existe, mais l'accès à cette technologie, elle est un peu plus compliquée au niveau financier et administratif. C'est ça. Tu voulais réagir ? Oui, si tu me permets, je veux bien juste réagir. En fait, à mon sens, déjà, c'est des télécommandes universelles d'activation, donc il y aurait une certaine facilité à pouvoir le nationaliser. Moi, je rejoins complètement ce que vous dites là. En revanche, ce que je souligne aussi, c'est que c'est une question de volonté politique et de choix opérés par des élus. Donc, à Paris, nous avons fait ce choix-là parce qu'il nous apparaît comme étant le seul en cohérence avec l'ambition qu'on porte en matière d'égalité réelle pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Nous souhaitons le mettre à disposition pour les visiteurs qui viendraient à Paris. Je parlais tout à l'heure de visiteurs en anglais, mais évidemment, ça s'appliquerait aussi aux visiteurs qui viendraient d'ailleurs en France ou en Europe d'ailleurs et qui seraient francophones et souhaiteraient en bénéficier. J'aurais juste une petite peut-être nuance à apporter sur une interrogation qu'on a actuellement. Les personnes âgées en situation de perte d'autonomie avec des baisses de la vision conséquentes liées à un certain nombre de pathologies ne sont pas forcément reconnues comme étant déficientes visuelles et donc ne peuvent pas bénéficier de ces boîtiers. Et on travaille avec ma collègue en charge des seniors justement à comment est-ce qu'on pourrait, nous, aller un peu plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui et aussi le mettre à disposition des personnes qui en auraient besoin ou par exemple des personnes qui ont des troubles de l'orientation ou des troubles cognitifs qui viendraient avoir une incidence importante sur leur autonomie et leur capacité de déplacement. Et encore une fois, je le dis, et pardon, je vais un peu plaider pour ma paroisse, mais laïque bien sûr, mais pour le coup, c'est un choix politique. Vraiment, c'est un choix politique. Voilà. Donc il faut faire évoluer ce choix politique. Oui, puis il ne faut pas l'oublier quand on est amené à faire des choix personnels. Alors Jimmy, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ? La question, je pense, ça pourrait être, est-ce que la RATP a attendu les Jeux Olympiques pour travailler sur les questions d'accessibilité, les Paralympiques, pardon, et est-ce que la RATP continuera d'y travailler après ? Alors, est-ce que la RATP a attendu les Jeux pour pouvoir traiter le sujet de l'accessibilité ? Mais quelle excellente question. Voilà, et vraiment, j'adore ces questions, elles sont vraiment assez... Mais c'est un peu malin de ma part parce que je pose la question. Je dirais même que c'est courageux. Non, je pose la question pour vous dire d'ores et déjà que c'est surtout pour faire une transition. On n'est pas à la fin, mais ce sera pour faire une transition avec Agnès Augier qui sera juste après pour la RATP et qui justement répondra à cette question. Donc c'était une manière de passer un peu le flambeau. Mais en tout cas sur les sujets, peut-être je vais prendre quelques exemples pour vraiment illustrer le fait que ce plan d'accélération dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'on faisait avant et l'idée est derrière de cranter des choses pour continuer à les faire après. On parle des balises sonores. On va déployer d'ici les Jeux Olympiques, donc vous avez dit, on a des balises sonores à l'entrée de nos stations de métro pour les repérer, etc. On va déployer dans les principales stations qui desservent des sites olympiques des appareils de vente de billets de forfait Jeux Olympiques équipés de balises sonores pour pouvoir les repérer. Parce qu'il y a encore des stations dans lesquelles il n'y a pas
de balises pour repérer ces appareils de vente et où il n'y a pas d'appareil de vente avec une interface vocale et ou boucle magnétique pour les déficients auditifs. Donc on va déployer cette centaine d'appareils avec interface vocale, avec balises sonores pour pouvoir les repérer. La question c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Je pense que, alors vous savez que c'est ni la RATP qui décide seule, ni la RATP qui finance, puisque tout ce que l'on met en œuvre sur notre réseau est décidé, validé, financé par Île-de-France Mobilité. Mais nous, on proposerait bien à Île-de-France Mobilité derrière, sous un horizon raisonnable, d'avoir un objectif d'avoir au moins un appareil de vente avec une balise sonore dans chacune des stations de métro. Donc c'est un peu pour faire, vous voyez, on crante des choses pour les Jeux Olympiques et l'idée c'est comment derrière on est capable de généraliser, d'aller plus loin, d'aller au bout des sujets. Voilà. Et puis pour le reste de la question, je passe le flambeau après. Dans quelques minutes, effectivement. Riyad, Ouais. j'ai une question. Alors, je suis désolé, ça rebondit sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, les travaux. Alors oui, comment on se déplace en fait ? C'est une question justement, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Quand il y a des travaux, alors je sais bien que c'est pour le mieux. Moi, j'ai évité évidemment. les questions qui fâchent, mais Je pas toi. sais, Donc tu as raison. Tu es parfait. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des travaux, évidemment, c'est pour le mieux. Est-ce qu'il y a des craintes de la part de la mairie, justement, de Paris, de créer des frustrations, justement, auprès des publics qui ne pourraient pas trop se déplacer pendant les travaux ? Et même question avec la RATP et cette ligne 14, qui est très bien, qui est parfaite, elle est juste fermée quelquefois. Et donc, quand on est en situation de handicap, malheureusement, c'est pas fermé que quelques fois, c'est que pendant les Jeux, certaines stations seront fermées. Exactement. Pour et donc, on a la question. Voilà. Le périmètre de sécurité. Donc, il faudra aussi... mais je pense que... Je ne sais pas si c'est le sujet ici, mais voilà. On avait l'interrogation, en tout cas. Donc Okay. voilà, sans piéger, mais en tout cas, évoquer ce sujet. Moi, je suis très partisane de la franchise. C'est pas une crainte, en fait, que de susciter des difficultés ou de gêner, en fait, les déplacements. C'est une réalité. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a des travaux, évidemment qu'il y a des désagréments pour les riverains, pour les usagers, et particulièrement pour les usagers vulnérables et qui ont besoin d'avoir des repères fixes et de ne pas être entravés dans leurs déplacements. Maintenant, comment on fait ? Quand on fait des travaux pour améliorer l'accessibilité, forcément, bien sûr qu'il y a une gêne le temps des travaux, mais c'est pour le mieux après. Donc, évidemment qu'à chaque fois, cette interrogation se pose. Au-delà de ça, j'aimerais quand même préciser une chose, parce que les débats se font de façon parfois un peu houleuse et véhémente. Tous les travaux qui ont lieu à Paris ne sont pas du ressort unique de la ville de Paris. Et c'est une énorme difficulté que nous rencontrons. Si je devais vous dire le nombre de fois où on est très content, on vient de finaliser une super rue aux écoles absolument magnifique, et que le matin on y va avec le maire ou on y va pour poser nos enfants quand c'est nos écoles, et qu'on voit plein de marquages fluo au sol, et quand on regarde, c'est NJ qui arrive en nous disant, enfin non, je ne devrais pas citer, c'est un sous-traitant qui nous dit, mais bien sûr, nous allons refaire l'ensemble du réseau électrique. On dit, mais attendez, vous plaisantez, on vous a prévenu qu'il y avait des travaux à cet endroit-là, et on essaye de coordonner les travaux, mais avec des prestataires qui ne sont pas toujours coopérants, et avec parfois des urgences qui doivent se faire. Quand c'est des travaux relatifs au réseau gaz, malheureusement, on l'a éprouvé à quelques fois, et voilà, on sait très bien que c'est des travaux qui doivent se faire. Donc il y a quand même cette difficulté-là. Paris, c'est une ville de 2,2 millions d'habitants. Donc ce n'est pas rien, avec une densité très forte et un réseau en sous-sol qui est un des plus denses d'Europe. Bon. Ensuite, on travaille actuellement sur une expérimentation de système de balises sonores pour les indications de travaux, mais ce sera sur des emprises à long terme. Alors ça faisait partie d'une de mes questions, c'est parfait. Avec Okinea, est-ce qu'il y a moyen justement d'avoir des systèmes portatifs, entre guillemets, alors, c'est pas vraiment des systèmes portatifs qu'on est en train de tester. Qui puissent s'adapter en tout cas aux travaux. Ouais, notre direction de la voirie est en train d'expérimenter ça, mais c'est plutôt sur des chantiers d'emprise à moyen terme à minima. Quand c'est parfois ils percent pour 2 jours par exemple, c'est plus compliqué pour nous de pouvoir l'indiquer, mais en revanche, sur des chantiers de plus long terme où on sait, par exemple quand on installe une rue aux écoles, on sait que les travaux vont durer un peu de temps. Quand c'est des travaux de chauffage urbain, on sait que ça va durer quelques temps. Bref, on souhaite travailler là-dessus, effectivement. On est en train de l'expérimenter. On a par ailleurs beaucoup de partenariats avec un certain nombre d'associations, et je dois le dire aussi, qui nous accompagnent beaucoup dans l'expérience usagée. On fait beaucoup de déambulations dans l'espace public avec ces personnes. Et j'en profite pour dire, parce que je l'ai oublié tout à l'heure, que dans l'héritage, on a par exemple nos quartiers accessibilité augmentée, 17 dans Paris. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir en faire beaucoup plus dans la prochaine mandature, mais qui sont des parcours entièrement
adapté, entièrement inclusif, et qui, si je le cumule avec notre réseau bus, les 100% de lignes de bus accessibles désormais, permettent vraiment, dans le cadre de là où on vit à Paris, à moins d'un quart d'heure de chez soi, de pouvoir bénéficier de tout un tas d'infrastructures qui sont accessibles. Et juste la question que tu aurais aimé que je te pose. Comme ça, tout le monde aura été. Et après, si tu m'autorises aussi, je donnerai quelques petits éléments. Moi, j'aurais aimé pouvoir dire pourquoi je pense que ce moment va être absolument extraordinaire. Alors, pourquoi ce moment va être extraordinairement extraordinaire ? Parce que c'est une excellente question déjà, je dois le dire. Je ne sais pas qui vous a soufflé l'idée, mais c'est extraordinaire. Déjà, ça va être un moment absolument unique. Paris va accueillir le monde. Paris est une ville-monde, c'est une ville cosmopolite. Tu disais tout à l'heure liberté, égalité, fraternité. Je crois que dans ces moments de très grands troubles politiques nationaux, avec des choses qui sont assez angoissantes, inquiétantes, à Paris, on a cette chance-là de faire vibrer le vivre ensemble au quotidien, avec, je pense, des élans de fraternité et de solidarité qui sont pas vraiment égalés ailleurs sur le territoire, et je dis ça de façon totalement objective, évidemment. Et on va accueillir plus de 10 millions de spectateurs, de visiteurs d'ici quelques semaines. Ça va être un moment de très grande vibration autour des Jeux, et notamment autour des Jeux paralympiques, avec des sites de festivités absolument partout, avec énormément d'activités qui seront proposées, avec une transformation radicale de la ville, de A à Z, si je puis dire. J'inclus évidemment la RATP, les transports, les mobilités dans ces changements-là. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à profiter de cette opportunité absolument incroyable que vous vivrez qu'une fois dans votre vie, en fait. Parce qu'a priori, à moins que vous viviez plus de 100 ans, je ne pense pas que vous ayez l'opportunité en tout cas, à la maison. Mais à l'extérieur, vous pouvez peut-être... Si vous avez un peu de moyens, il y a quelques jeux encore qui se préparent déjà pour les prochains. Ne serait-ce que Los Angeles, avec exactement, laquelle Los Angeles. Nous travaillons étroitement justement dans cette partie héritage, et je dois le dire, qui sont subjugués parce qu'on a réussi. Il nous reste moins de 3 minutes. 3 minutes. Quand même entendre la RATP, si c'est possible. Alors peut-être que Agnès Augier va répondre à cette question. Sur les travaux ? En fait, c'est pas vraiment les travaux, mais c'est l'inquiétude des usagers en se disant bon, on a des lignes qui sont adaptées, donc ça c'est parfait. Mais quand elles sont fermées, est-ce qu'on a peut-être une idée de faire une collaboration avec des services de taxi, de Uber, de Bolt, etc. Ou est-ce que c'est pas du tout à l'ordre du jour quand la ligne 14, par exemple, est fermée? Voilà, ça fait partie des... Bon, c'est vrai que quand la ligne 14 est fermée, c'est pas anodin parce que c'est la ligne accessible en autonomie que l'on ferme. Juste au passage, je sais que c'est pas votre question, mais on est quand même en train de réaliser sur la ligne 14 quelque chose d'absolument oui, extraordinaire. En fait, on double sa longueur et on modernise tout le système de pilotage, parce que c'est un système de pilotage qui a 30 ans, pour pouvoir mettre encore plus de trains. Tout ça sans fermer la ligne, parce qu'on aurait pu fermer la ligne 1 an et demi. Ce qui est salué d'ailleurs, mais c'est juste la crainte de certains usagers. Juste. Et donc parfois, il faut fermer la ligne un week-end ou 2 semaines. Voilà. Non, mais le sujet, je pense que c'était tout à fait mentionné, hein, le sujet, c'est qu'à Paris, le réseau de surface, les bus dont on a parlé, mais aussi les tramways, sont 100% accessibles et permettent globalement de se déplacer, si vous prenez Paris petite couronne, enfin toute petite couronne, à peu près partout d'un point A à un point B de manière accessible. Alors, à condition que les arrêts soient accessibles, c'est résolu grâce à la ville de Paris, à condition qu'il n'y ait pas trop de monde. C'est vrai qu'il y a quand même un vrai sujet d'affluence, c'est-à-dire que pour les personnes en fauteuil roulant, être capable de se positionner dans un tramway ou dans un bus quand il y a une forte affluence, à mon avis, c'est tout sauf facile. Mais enfin, en tout cas, le réseau de surface RATP permet d'aller d'un point A à un point B. Donc, quand on ferme la ligne 14, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Mais ce réseau, il existe et il est fonctionnel. Il le sera de plus en plus à mesure qu'il y aura moins de travaux sur la voirie, à mesure que les arrêts sont rendus accessibles. Et donc, normalement, ils permettent de faire ces déplacements. Bon, parfait. Merci beaucoup. Juste quand même, puisqu'on est rentré dans ces types de sujets, juste quand même une déception de notre part pour les personnes en fauteuil sur l'accessibilité des métros. Parce qu'il y a 16 ans de ça, quand on était déjà en période de candidature, on aurait pu faire des choses politiquement. Tu l'as dit, c'est des choix politiques, elles n'ont pas été faits. Donc c'est une grande déception pour nous. Sauf qu'aujourd'hui, il y aura peut-être d'autres technologies qui vont se développer puisque cette contrainte fait que. Je sais que les taxis, les G7, que ce soit les Uber et tout, peut-être les autres mobilités qui vont
qui vont sortir un petit peu de l'imagination des uns et des autres, vont permettre d'avoir une nouvelle forme de mobilité. Et je vais revenir moi aussi sur cette vision un peu, parce qu'on se bat depuis des années, et moi je suis parti pris puisque je suis en tant qu'athlète et dans le comité d'organisation des Jeux, et je me suis vraiment battu parce que depuis une trentaine d'années, je participe aux Jeux. Mes premiers Jeux, c'était en 92. Et j'ai toujours vu un avant et un après les Jeux. Et je peux vous garantir qu'au-delà des infrastructures, il y a quelque chose qui sera un héritage pour moi, qui sera le plus bel héritage. C'est l'héritage de l'accessibilité des esprits sur la différence, sur la singularité. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on est un peu des handicapés, même si on est des champions en France. Demain, on sera des champions. Parce que je l'ai vu. Quand j'ai été ailleurs, je suis un champion, je ne suis pas un handicapé. Ici, je reste encore un handicapé. Et j'espère que ces Jeux vont permettre de mettre l'humain au devant de la scène et pas le handicap et pas ses faiblesses. Donc voilà, j'espère que cet héritage sera vraiment un héritage concret et sincère. Eh ben, merci beaucoup. Bravo. On aurait évidemment voulu continuer cette table ronde. Merci Riyad pour cette animation. Merci également à nos invités, Jimmy Brun, directeur marketing et commercial chez RATP Group, Sylvain Denoncin, président Okinea. Je sais qu'il y aurait eu plein d'autres sujets à évoquer, mais on reviendra. Déjà l'année prochaine, il y aura une deuxième édition, évidemment. On fera le bilan après ces Jeux. Salim Ejnaini également, merci beaucoup, cavalier, auteur et streamer. Et puis Lamia El Haraj, adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap.